savez ce que c'est ça ? On appelle ça généralement un Tamagotchi, mais les aficionados préféreront le terme Vipette. Et là, dans ce cas précis, c'est un Vipette Digimon. Alors je sais ce que vous allez vous dire. Qu'est-ce qui vient nous gonfler ce con avec ses jouets électroniques pour gamins de 6 ans ? Eh bien sachez qu'il y a une communauté très sérieuse de possesseurs de Vipette et d'éleveurs de Vipette. Et encore mieux, il y a une communauté tout aussi grande, voire plus grande, de fans de Digimon. Fans de Digimon dont je fais partie depuis au moins 25 ans. Ça file, hein ? Et pourtant les Tamagotchi que vous voyez à l'écran, là actuellement, c'est très récent dans ma vie. C'est très récent. J'ai pris ça à la base comme un défi. J'arrivais pas du tout à les élever. Je tombais toujours sur le Digimon qui aime les égouts et les crottes. On en était à ce niveau-là d'incompétence. Et aujourd'hui, je suis pas peu fier de posséder un Omegamon X. Ouais, il m'en faut peu. À la base, je voulais juste parler de Digimon. Et je me suis rendu compte, vraiment au fil du temps, que la série, la saga, la franchise, la licence, appelez ça comme vous voulez, était riche en ramifications, en embranchements, en produits dérivés. Elle est légitimement intéressante et passionnante. Ça sera vraiment un plaisir de faire ce Digicast, tout simplement parce que c'est passionnant. Digimon est un univers passionnant. La série, ou plutôt les séries, trouvent leur origine en 1999. La première saison, intitulée Digimon Adventure, nous plonge dans l'univers mignon quoique impitoyable des monstres digitaux. Alors bon, déjà, on remet dans le contexte. Digital ne concerne pas que le sens latin qui a rapport au doigt, mais bien le sens plus large anglophone, à savoir un synonyme de numérique. Ça, je ne l'invente pas, c'est même marqué dans la page Wikipédia de la licence. Aujourd'hui, ça fait un peu rire, parce qu'Internet s'est démocratisé, que n'importe quel môme de 10 ans a un smartphone, que même vos grands-mères ont des tablettes pour vous envoyer des petits emails, mais à l'aube des années 2000, on est encore fasciné par la toute-puissance informatique. À cheval entre la folie mercantile des jouets basés sur des séries pour vendre des jouets donc, la Tamagotchi Mania et l'arrivée sur le marché de Pokémon, Digimon tente de tirer son épingle du jeu. Et quoi de mieux que la fantaisie pour fous furieux d'objets électroniques, d'ordinateurs et de monde virtuel pour rivaliser avec son concurrent, impitoyable et tout mignon tout neuf. Et là on peut déjà relever un point important. Que ce soit les jeux ou les séries, voire même les films, les deux franchises ont pris deux caps diamétralement opposés. L'un cocoon l'enfance avec une esthétique qu'on ne présente plus, avec des Pikachu mascottes et des Pokémon légendaires esthétiquement irréprochables. L'autre tente tant bien que mal de grandir avec son public. Problème numéro 1, Digimon est ancré dans le monde réel. Les problématiques influent directement sur notre monde et pas seulement sur le monde virtuel. Là où Pokémon a un monde composé de régions fictives qui, bien qu'inspirées de paysages réels, sont bien plus permissifs quant à l'arrivée de tel ou tel phénomène. La technologie de pointe étant un paramètre important de notre monde, et cette même technologie avançant à pas de géant, il apparaît compliqué de faire des séries qui restent pertinentes avec le temps. Problème numéro 2, là où Pokémon a toujours flirté avec une seconde lecture, un peu à la manière d'un petit film Pixar qu'on se mate sous le plaid, Digimon, dès la première saison de l'animé, nous défonce la tête à coups de « tes compagnons ne sont pas éternels » ou encore « tu es adopté, Harry ». Et non mais je regarde Digimon ou Dragon Ball là. Bref, enfin attention, hein. Je dis pas que Digimon est plus mature que Pokémon. Les deux animés se valent, pour les séries de jeux, c'est une autre histoire à la limite. Mais je me souviens du choc que m'a fait le premier film Pokémon, autant que je me souviens du choc en voyant Mimi devant la tombe de ses amis disparus. Je n'oppose en rien Pokémon et Digimon, même s'il apparaît clairement que l'un a rencontré un succès plus retentissant que l'autre, je veux dire, c'est une victoire écrasante même. Les deux ont eu un impact considérable sur ma vie. Aussi étonnant que cela puisse paraître, Digimon ne serait pas l'œuvre d'un seul mais de 3 créateurs. Akiyoshi Hongo, désigné comme la personne à l'origine de la franchise, est en fait le pseudonyme de 3 personnes travaillant chez Bandai dans les années 90. Aki Maita, l'une des créatrices du phénomène Tamagotchi. Hiroshi Izawa, l'auteur du premier manga Digimon. Et Takeichi Hongo, le directeur marketing pour Bandai à l'époque. Bien que cela ne soit que le fruit de nombreuses rumeurs,
l'information semble plausible. Ainsi, depuis le début de l'aventure, on verra souvent labelliser une idée originale de Akiyoshi Hongo dans le générique des séries, dans les jeux vidéo, sur les cartes à jouer et tout autre produit dérivé de manière générale. L'idée même que l'identité du créateur soit non officielle et énigmatique amène, je trouve, un attrait supplémentaire à la découverte de la série. Les monstres de cet univers étant drapés de mystère ont un créateur à la hauteur. Comme une seconde identité, un blast de super-héros ou un nom d'emprunt façon Arsène Lupin. Akiyoshi Hongo, qui qu'il soit, continue de faire rêver les gens comme moi. Il est peut-être temps de vous raconter l'histoire de la première série. Pour cette partie, j'ai parodié Philippe Cadic et son Blade Runner, dont le premier titre était « Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ?» Oui, bon. Tout commence le 1er août 1999, lorsque Tai et ses amis sont en camp de vacances. Ils ne le savent pas encore, mais tous les 7 sont élus selon une prophétie d'un autre monde. Alors que la Terre commence à ne plus tourner rond, que des cataclysmes s'abattent sur des villes, au Japon, il neige en plein été. Tai et ses amis s'étonnent de ce qui arrive, mais n'ont même pas le temps de profiter de ces intempéries surprises que des objets électroniques tombent du ciel, les Digivice. Alors qu'ils sont transportés soudainement dans le monde digital, dont ils ignorent les règles, ils rencontrent leur partenaire Digimon, et auront très vite affaire à la faune locale, puis à des menaces bien plus grandes et de plus en plus importantes, allant même jusqu'à bouleverser l'ordre non seulement du Digimonde, mais également du monde réel. La première menace, celle qui entraînera les Digimon vers de plus grands sommets, sera Devimon. Bien qu'apparaissant comme un être diabolique et puissant, il sera battu par le Digimon de TK, qui changera de forme pour se métamorphoser en Angemon. Cette métamorphose, c'est le cœur de l'intérêt mercantile Digimon. On l'appelle Digivolution, Digivolvution ou simplement Évolution au Japon. Après avoir franchi cet obstacle de taille, il faudra faire face à Etemon, une sorte de singe dansant, aux allures de rocker. Il sera assez vite mis au tapis par le Digimon de taille, digivolué en Metal Greymon. Tai et son Digimon, après le combat, se retrouvent propulsés de nouveau dans le monde réel. Réalité dans laquelle ils découvrent que malgré les jours passés dans le Digimonde, il ne s'en est pas écoulé un seul ici-bas et qu'il est toujours officiellement le 1er août 1999. Pendant ce temps, les compagnons de Tai le recherchent, pensant qu'il est toujours dans la même réalité qu'eux. Ils vont donc se séparer petit à petit, enchaînant les épreuves qui les feront grandir et digivolver au stade ultime. C'est avec des Digimon plus forts que le groupe retrouve Tai et doit faire face à Myotismon, un être digital aux allures de vampire. Il se trouve que la prophétie fait état d'un 8e enfant, et que le monstre vampirique veut le retrouver avant les Digisauveurs, coûte que coûte. Alors, j'ai pas parlé de lui, mais il y a un vieux aussi, un vieillard, qui s'appelle Genai, et qui apparaît après la défaite de Devimon. Voilà. J'en parle que là, mais il va prendre de l'importance au fur et à mesure des épisodes, donc autant le présenter maintenant. Genai aidera les Digisauveurs à regagner leur monde pour empêcher Myotismon de trouver le 8e enfant, qui, roulement de tambour, se trouve au Japon, dans la même ville qu'eux. Et bah ça c'est quand même du bol. Non, en vrai je comprends la manœuvre. Dans le sens où si tous les 7 étaient au camp de vacances, géographiquement parlant, si le 8e enfant se trouvait ailleurs, ça serait vachement étrange. Bref, Myotismon a pour esclave un Digimon chat, appelé Gatomon, ou Tailmon en version japonaise. Et bien vite, la vraie nature de Gatomon sera percée à jour. Il se trouve que ce Digimon a été trouvé par Myotismon avant son partenaire dans le Digimonde, faisant de Gatomon la créature du 8e enfant. Aidé par Wizardmon, Gatomon trouvera en Kari, la sœur de Tai, l'enfant de la prophétie. En effet, Kari a déjà vu un Digimon auparavant, tout comme les 7 autres enfants, mais on y reviendra, promis. Myotismon kidnappe alors la ville entière, lassé que les Digisauveurs lui mettent des bâtons dans les roues. Donc là ça paraît débile, mais je vous jure que c'est ce qui se passe. Il terrorise la population avec ses serviteurs fantômes, les Bakemon, qui emmènent tous les parents de la ville et leurs enfants dans le centre de conférence. De cette manière, il force Gatomon à identifier le 8e enfant. Kari, en croyant que Myotismon relâchera tout le monde une fois qu'il l'aura capturé, se rend. Comme Myotismon avait pour projet d'éliminer le 8e enfant et son Digimon,
Gatomon se transforme en Angewomon et l'abat d'une flèche en plein cœur après que Wizardmon se soit interposé et sacrifié. Est-ce la fin ? Non. Myotismon revient d'entre les morts une ultime fois grâce à ses chauves-souris et se transforme en un amas de noirceur sous les traits de Venom Myotismon. Ce n'est que grâce à l'exécution d'une prophétie énoncée soigneusement par Genai au Digisauveur qu'Agumon et Gabumon se surdigivolvent respectivement en Wargreymon et Metal Garurumon et abattent ce terrible démon. À peine le combat fini, nos amis doivent retourner dans le Digimonde. Le ciel est strié comme par d'énormes griffures. Le Digimonde apparaît aux habitants de la Terre et la Terre apparaît aux habitants du Digimonde. Ce n'est qu'arrivé dans le monde digital que Tai et ses amis apprennent que depuis leur départ, les maîtres de l'ombre ont pris le pouvoir. Sous la coupe de Piemon, un Pierrot le clown démoniaque, 3 Digimon terrifiants se partagent le monde. L'océan revient à Metal Sidramon, la forêt à Puppetmon, et le reste à Machine Dramon. Le groupe des Digisauveurs se morcellera au fur et à mesure des batailles, toutes plus éreintantes les unes que les autres. Matt quittera la bande pour renouer avec son symbole, par exemple. Ça, c'est autre chose dont je n'ai pas parlé et j'aurais peut-être dû. Chacun des 8 Digisauveurs a un symbole qui lui correspond. Tai a le symbole du courage, Matt le symbole de l'amitié, Sora le symbole de l'amour, Mimi le symbole de la sincérité, Joe le symbole de la responsabilité, Tekka le symbole de l'espoir, Itzy le symbole de la connaissance et Kari le symbole de la lumière. Cette information arrive au moment où Genai leur apparaît pour la première fois, après la défaite de Devimon, et constitue la deuxième véritable quête de nos héros. Chercher leur symbole pour activer des scanners qui feront passer leur Digimon au stade supérieur. Voilà, ça c'était la parenthèse, je suis un boulet et j'ai oublié de donner des informations cruciales. Et croyez-moi, c'est sûrement pas la seule chose que j'ai oubliée. Bref, les Digisauveurs affrontent donc les 3 maîtres de l'ombre, les uns après les autres, accumulent les pertes d'alliés précieux, voient un bref retour de Etemon sous une version tout en métal. Les batailles sont longues et fatigantes, mettant à rude épreuve la volonté et la foi de nos amis. Mais l'heure du combat fatidique approche. Le dernier rempart entre Piemon et nos aventuriers, c'est Lady Devimon, vite expédiée dans l'au-delà, si tant est qu'il y a un au-delà dans le Digimonde, par Angewomon. Tai va en finir avec Piemon, mais ne peut rien faire tant que la totalité des enfants choisis n'est pas réunie. C'est finalement Magna Angemon, la forme ultime du Digimon de Tekka, qui viendra à bout de ce puissant adversaire. Alors, on se dit que bon, c'est terminé là. Les enfants, ils vont pouvoir rentrer chez eux. Pas du tout. Il reste un dernier ennemi, une dernière menace à éradiquer avant de souffler un bon coup. Apocalypse, c'est son nom, est la source de tous ces mauvais Digimon qui ont causé tant d'ennuis aux deux mondes. Il est une accumulation de mauvaises choses, un agglomérat de haine, de mauvaises données et de ressentiments. Les Digisauveurs font de leur mieux pour lutter, mais il semble alors qu'Apocalypse soit invincible. Les Digivice des enfants, dans un dernier élan d'espoir, renvoient l'attaque d'Apocalypse visant à détruire les deux mondes et annihilent l'ennemi. Dans un dernier épisode assez émouvant, les enfants disent au revoir à leurs monstrueux compagnons et retournent dans leur réalité d'origine. C'était Digimon Adventure, saison 1, et nom de Dieu que c'était bien. J'ai occulté certaines parties pour éviter des longueurs dans mon récit, même s'il y en a, mais il n'y a pas un seul événement qui ne vaut pas le coup d'être vu. Certains passages ont leur lot d'émotions bien intenses et on ne peut pas parler d'épisodes filler dans cette première saison. Fait intéressant, le premier film Digimon, du moins la première partie du film sortie chez nous sous le titre Digimon le film, qui regroupe 3 segments d'animation, est intégré à l'histoire et constitue une genèse de l'aventure des Digisauveurs. Le court-métrage, réalisé par Mamoru Hosoda, compte l'arrivée dans notre monde du Digi-Off de Tai. Dans une bataille épique contre Parrotmon,
Greymon dévaste une partie d'une grande rue de Tokyo sous les yeux pleins de larmes de Tai Ekari. Cette partie du récit est abordée succinctement dans la série. Ce film apporte une première problématique. Le choc de la violence des combats Digimon dans un environnement urbain avec pour témoins 2 enfants en bas âge. Les images sont impactantes et marquent une première dans l'habitude de la franchise Digimon, consistant à montrer les actes et les conséquences. Ça sera d'ailleurs un leitmotiv en ce qui concerne les dégâts causés en ville lors des affrontements. Les bons traitements et les mauvais traitements sur les Digimon, qui sont une composante des élevages des Vipets, se retrouvent aussi dans la série. Greymon qui se transforme en Skull Greymon en est un exemple brut et sans détour. Il faut savoir qu'à la base, ce n'est pas la série qui est la première à arriver. Ce sont les Tamagotchi, les Vipets. Et plutôt que de miser sur un aspect mignon des créatures, l'illustrateur a privilégié le côté monstrueux dans le design original. On se rapproche donc plus des kaiju d'un sens que de Pokémon. Je pense que le fait que la terminaison en Mon, qui oppose directement la franchise à Pokémon en les faisant entrer en concurrence, est une mauvaise chose. Parce qu'il y a un perdant et un gagnant. L'histoire nous le dit, Pokémon a roulé sur le monde pendant près de 30 ans. Et les séries à base de collecte de monstres et de combats, il y en a eu. Des cartes avec Yu-Gi-Oh!, des toupies avec Beyblade, des robots avec Medabots. C'est bête, mais les portefeuilles ne sont pas remplis de ressources infinies, mais admettons-le, il y avait de la place pour tout le monde. Est-ce le design des monstres de poche qui a fait mouche? Est-ce le fait que ce soit destiné aux enfants en premier lieu? Peut-être l'un et l'autre. Si je devais donner une réponse à cette question, ça serait avant tout très personnel. Ce ne sont pas les animés Pokémon qui m'ont fait continuer à suivre la saga, mais les jeux. Mais alors pourquoi Digimon retient plus mon attention que Pokémon dans ce cas? Eh bien premièrement, comme dit en début de vidéo, Digimon a grandi avec son public, peinant à intéresser un nouveau pan de la population. Ce qui est à la fois cruellement vrai mais aussi un poil faux. Pourquoi? Parce que les enfants n'ont pas tous l'occasion de jouer à un jeu Digimon, de posséder un Vipet, d'avoir l'abonnement qui donne accès aux séries animées Digimon. Ça reste presque une technique ancestrale de bouche à oreille finalement. Les enfants de jadis, qui sont actuellement parents, ou que sais-je, et qui ont connu Digimon, le transmettent volontiers à leurs héritiers, en quelque sorte. C'est ce qu'il se passe avec moi. Deuxièmement, le design des monstres me parle beaucoup plus que celui des Pokémon. Bien trop lisse pour la plupart, les générations ayant réussi à me perdre dans leur recherche de mignonnerie. Finalement, pour résumer, les sujets abordés par Digimon et les monstres eux-mêmes suffisent à ce que mon cœur balance. Même si, évidemment, il reste de la place pour Pokémon.